Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Nous nous rendrons en Irlande pour débuter ce journal. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, était à Dublin hier, où il a notamment rencontré le président Michael Higgins. Alexandra Pagny était sur place. L'autre actualité du jour, c'est la manifestation anti-pass sanitaire à Monaco. Et pour être complémentaire à ce sujet d'actualité, nous recevrons le docteur Jean-Paul Hamon, également président d'honneur de la Fédération des médecins de France, qui évoquera avec nous les enjeux de la vaccination. Dans ce JT également, Pourri gâté de Nicolas Cuche, projeté en avant-première à Monaco en présence du casting du film. Le comédien Gérard Jugnot nous fera l'honneur d'être avec nous. Puis nous vous parlerons de cette aventure qui vient de prendre son départ à Monaco, la traversée de la France en Solex, pour rendre hommage aux militaires des pays membres de l'OTAN disparus au combat. Frédéric Wim nous dévoilera son projet en détail. Mais avant cela, je vous le disais en titre, 60 ans après la visite officielle du prince Régnier III et de la princesse Grace, et 10 ans après la visite d'État du prince Albert II et de la princesse Charlène, le prince souverain était à Dublin hier. Il a notamment rencontré le président irlandais Michael Higgins. Rejoignons sur place Alexandra Pagny et Serge Prémont. Cette rencontre fait bien évidemment écho à la visite officielle du prince Régnier III et de la princesse Grace en 1961. Mais le prince souverain, le prince Albert II, s'était également rendu ici en Irlande à l'occasion d'une visite d'État accompagnée de la princesse Charlène en 2011. Il avait alors rencontré la présidente irlandaise en activité, Mary McLeese. Et c'est au sein de sa résidence à Ras an Nachtrain que le président irlandais Michael Higgins a reçu le prince souverain. Une rencontre animée par le souvenir de cette visite officielle du prince Régnier III et de la princesse Grace. Le président avait pour l'occasion ressorti des documents d'archives. C'est très émouvant d'être de nouveau ici à Dublin et de nouveau en Irlande, avec mes enfants aussi, pour renouer ces liens historiques avec l'Irlande, mais aussi pour essayer de découvrir aussi quelques nouveaux aspects de la culture irlandaise. Cette nouvelle visite en Irlande, même si elle n'est pas une visite officielle, est quand même significative dans tous les aspects que l'on peut voir, et notamment les aspects culturels. Et c'est pour ça qu'il y a un renforcement de liens et de perspectives de collaboration entre les différentes institutions irlandaises que je viens de citer et la bibliothèque irlandaise, la bibliothèque Princesse Grace à Monaco, et bien sûr les archives du Palais Princier qui je crois, vont pouvoir mettre sur pied de très très beaux projets de collaboration. Des liens étroits qui unissent la principauté et l'Irlande, des liens familiaux mais aussi culturels. We have such a long history of connectivity and deep friendship, affection, so many cultural links, so many links on so many fronts, including in trade, culture, the arts, music. But most particularly, I would say, since we have the honour of having His Serene Highness Prince Albert with us today and yesterday indeed and tomorrow, it's the link between Ireland and Monaco runs so deep because of the family connection as well. So Princess Grace, of course, and her historical connection with us, her family connection, but Prince Albert has been so committed to engaging with us for so many years. Le prince souverain s'est également rendu lors de cette visite au Trinity College, à l'UCD Business School et au Musée de la littérature d'Irlande. Et voilà pour le premier volet de cette visite du prince Albert II à Dublin. Suite de nos reportages avec nos envoyés spéciaux lundi. L'actualité en principauté, c'est la manifestation anti-pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Elle a eu lieu en début d'après-midi aujourd'hui et a rassemblé plusieurs centaines de personnes désireuses de faire entendre leur voix. Le reportage de Juliette Rappert et Alexa Vial. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce samedi à 14 h, place des Moulins, pour protester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Parents en colère, adolescents ou encore personnel soignant, ils ont voulu faire entendre leur voix. Nous défendons le libre choix, la liberté de choisir. Nous sommes là pour lutter contre l'obligation vaccinale et on est contre le pass sanitaire qui pour nous est une absurdité la plus complète. On est contre le pass sanitaire parce que c'est encore en phase expérimentale
et nous ne sommes pas des cobayes. Vous voyez tous les malades qu'il y a à cause du Covid, madame. Donc on est contre ça, contre ce vaccin. Ce n'est pas un vaccin, ils appellent ça un vaccin, ce n'est absolument pas un vaccin. Liberté de choisir et inquiétude vis-à-vis des vaccins pour eux sortis trop vite et trop tôt. Ceux qui veulent faire cette expérimentation, qu'ils la fassent. Ceux qui ne veulent pas la faire, qu'ils ne la fassent pas. Mais qu'on ne l'impose pas aux enfants. La manifestation s'est déroulée dans le calme, encadrée par les forces de police. 2 autres manifestations sont attendues le 9 septembre à 15h30 et le 11 septembre à 14h, toutes deux au départ de la place des Moulins. Une manifestation qui amène à un autre débat. La vaccination est-elle efficace? Faut-il la craindre? En qui peut-on avoir confiance? Face à l'évolution de l'épidémie, les gouvernements encouragent la vaccination car elle revêt de nombreux enjeux, notamment celui de la sortie de crise. Pour évoquer ce sujet, nous sommes avec un médecin généraliste, également président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonsoir Jean-Paul Hamon. Bonsoir. Le message reste le même, vaccinez-vous, c'est la seule solution pour endiguer cette épidémie? Absolument, c'est la seule solution et pour les gens qui auraient encore des doutes, il suffit de regarder ce qui se passe actuellement aux Antilles où seulement 20% de la population était vaccinée et on a vu le désastre que ça produit. Si on compare avec la métropole où les gens étaient vaccinés à 60-65%, on voit qu'on a quand même évité, malgré une circulation très importante du virus, on a évité, grâce à la vaccination, des hospitalisations et des séjours en réanimation, même si les séjours en réanimation sont passés au-dessus de 2000 actuellement, mais incontestablement, il n'y a pas photo. La vaccination protège des cas graves, il faut se vacciner. Oui, il y a un enjeu à la fois individuel et collectif. Absolument, parce qu'on a bien vu que le système hospitalier cet été n'a pas été débordé malgré les vacances qui étaient bien méritées pour les soignants qui, depuis maintenant bientôt 2 ans, sont sur la brèche et sont plus qu'épuisés. Et impérativement, il faut se vacciner. Il faut aussi que les enfants qui arrivent à l'école, là, qui sont à l'école maintenant, se vaccinent. Et quand on est vacciné, on contamine moins les autres. On peut les contaminer malgré tout, mais on contamine moins les autres. Et si on a dû renoncer à cette fameuse immunité collective dont tout le monde rêvait, on a, avec une vaccination importante, on a une immunité protectrice qui évite les hospitalisations et qui évite les séjours en réanimation. Donc le message, c'est vaccinez-vous, vaccinez-vous. Et selon vous, pourquoi il y a encore des personnes qui doutent, qui sont réticentes à se faire vacciner? On dirait qu'il y a un manque de repères sur la parole, sur la confiance. On voit qu'il y a des personnes qui hésitent à se faire vacciner parce qu'ils ont peur. On voit aussi que parmi les gens qui défilent actuellement contre le pass sanitaire, il y a beaucoup de personnes qui sont contre les contrôles. Mais parmi les gens qui défilent actuellement, il y a des gens qui sont vaccinés. Donc le nombre des manifestants ne reflète pas les gens qui sont contre la vaccination. Beaucoup de gens qui défilent sont contre le pass sanitaire. Et puis il y en a quelques-uns qui ont, dans ces périodes électorales, ces périodes préélectorales, des arrière-pensées politiques. Et on ne peut pas l'empêcher. Mais vous comprenez le doute de certains sur ce vaccin, le fait qu'il soit sorti aussi vite, alors que d'autres maladies, on cherche encore un remède? Non, c'est-à-dire que ces vaccins-là, ces vaccins ARN messagers qui sont sortis très rapidement, c'est des vaccins qui existaient depuis un moment. La technique existait depuis un moment, mais il faut savoir que là, il y a eu des moyens considérables qui ont été mis pour la fabrication de ce vaccin. Et les phases de mise sur le marché du vaccin ont totalement été respectées. Alors, parmi les antivax, il y a des gens qui disent que c'est une autorisation temporaire de mise sur le marché. On voit bien que ce qui se passe aux États-Unis, où maintenant l'autorisation est devenue complètement définitive, mais toutes les étapes de sûreté, de fabrication du vaccin ont été respectées. Et même, on voit aussi que les réticences qu'il y avait, les recommandations qui disaient qu'il ne fallait vacciner les femmes enceintes que dans le dernier trimestre de vaccination, là maintenant, il n'y a plus aucune restriction. On peut vacciner les femmes enceintes dès le début de la grossesse. Donc, incontestablement, il y a une sécurité sur le vaccin et ça devrait lever les restrictions pour ceux qui craignent encore de vacciner leurs enfants. L'idéal, c'est de se renseigner à la source auprès du corps médical. Rien ne remplace
la discussion avec le médecin traitant. Vous savez, quand vous avez des patients qui font confiance à leur médecin depuis des années et qu'on leur dit que, bon, incontestablement, le bénéfice-risque est largement en faveur de la vaccination, ils nous font confiance. Et on voit la nécessité de s'appuyer enfin sur les médecins traitants, ce qui n'a pas été le cas au début, il faut le dire. Selon vous, docteur, la vie redeviendra normale quand l'ensemble de la population sera vaccinée? Qu'est-ce qui peut nous faire sortir de cette crise? On mènera certainement une vie normale, c'est-à-dire qu'on ira au cinéma, on ira au théâtre, sans doute en boîte de nuit, on ira au restaurant, etc. Mais je pense que le port du masque pendant un moment va encore être important et va être utile, et même dans les lieux clos. Je pense qu'il faut aussi qu'on s'adapte, qu'on modifie l'architecture des endroits publics, notamment pour ce qu'on soit équipé en purificateur d'air, qui justement permettent la levée du masque, réduisent la circulation du virus. Et tout ce qui réduit la circulation du virus est une bonne chose. Et que ce soit les capteurs de CO2 qui permettent d'alerter pour renouveler l'air, ou les purificateurs d'air, il est capital qu'on soit équipé et qu'on fasse attention à ce que tous les lieux publics en soient équipés, les écoles, les restaurants, les salles d'attente, les petits commerces. Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Hamon d'avoir été avec nous pour évoquer les enjeux de la vaccination. Merci infiniment. Merci à vous. Et puisque nous venons d'évoquer la vaccination, faisons le point avec vous, Vanessa Dessy, sur la campagne vaccinale en Principauté. Bonsoir Vanessa, quels sont les derniers chiffres à Monaco? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. La Principauté, vous le savez, a mis en place une stratégie de vaccination. Le nombre de personnes vaccinées en primo-injection est de 26 135, soit 68,15% de la population monégasque. Et le nombre de personnes ayant reçu l'injection de rappel est de 22 556, soit 86,31% des personnes ayant déjà reçu la première injection. Ces chiffres sont arrêtés au 2 septembre inclus. Nous vous en parlions hier sur notre antenne avec notamment notre invité, l'historien Yvan Gastaut. Un mot sur les commémorations du 3 septembre, Vanessa. En témoignage du passé, le ministre d'État ainsi que plusieurs hautes personnalités de la Principauté se sont réunis au cimetière de Monaco afin de déposer plusieurs gerbes de fleurs. La traditionnelle cérémonie a rendu un hommage appuyé aux héros de la libération de la Seconde Guerre mondiale. Nous vous l'avions présenté il y a quelques mois, l'association monégasque We Are Making Moments veut favoriser le lien entre les différents arts. Dans leur atelier mis à disposition par la Direction des Affaires culturelles, les créateurs produisent de la musique et des arts plastiques. Ils accueillent également des artistes locaux ou internationaux. La jeune peintre Minh Lan Tran était en résidence dans leur atelier en début de semaine. Je vous propose de l'écouter, elle est au micro de Charlotte Moreno. J'étais très contente d'être là, donc j'étais ici pour travailler. Donc j'ai vraiment commencé dès que j'ai reçu l'étoile. Et puis après, c'était assez frénétique et j'ai fait ça en 3 jours sans vraiment savoir où j'allais, mais ça s'est fait de manière très naturelle. Ce qui montrait aussi que j'étais bien ici, que j'étais très bien accueillie et que les conditions de travail étaient parfaites. Et l'objectif était aussi de lui faire rencontrer une conseillère en art local, ce qui a permis des échanges constructifs. Merci Vanessa. Direction les salles obscures à présent. Nombreux sont les réalisateurs qui ont choisi la Principauté en décor pour leur film. C'est le cas de Nicolas Cuche. Il a présenté en avant-première Pourri gâté, tourné en partie à Monaco. Il était accompagné du casting du film et l'un des comédiens nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Gérard Jugnot. Bonsoir. Racontez-nous l'histoire de Pourri gâté, ce film réalisé par Nicolas Cuche. Allez, si je vous raconte, vous n'irez pas voir le film. Bon, alors donnez-nous envie d'aller voir ce film qui sort le 15. En gros, l'histoire, c'est un père que je joue, qui habite à Monaco, ou très près de Monaco, qui a fait une fortune grâce à un travail acharné, qui est veuf et qui a malheureusement 3 enfants qui sont des enfants épouvantables et qu'il a gâtés, mais qu'il a en même temps trop pourris, ou ils se sont pourris eux-mêmes. Et donc, au bout d'un moment, il n'en peut plus, il va essayer de leur donner une leçon grâce à son ami qui est joué par François Morel, et il va leur faire croire qu'ils ont tout perdu, qu'ils sont poursuivis par la police, et ils vont être obligés de faire la seule chose qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie, c'est travailler.
Donc voilà, donc c'est une comédie, mais pas que. Et surtout, ça parle de choses assez importantes, quoi. Ça parle de la transmission, ça parle de comment gâter ses enfants sans les pourrir. Et c'est pas simple dans cette société où l'avoir est plus important que l'être. Et donc voilà, donc on s'est amusé beaucoup avec. Mes enfants sont épatants. C'est Artus, Camille Lou et Doka Melieva. Et il y a aussi un autre personnage que vous verrez qui est assez épatant aussi, qui est joué par Tom Leb. Vous aussi, vous avez essayé de transmettre à vos enfants, à votre fils Arthur par exemple? Oui, j'ai essayé, mais c'est pas simple. Et puis bon, c'était déjà il y a très longtemps pour Arthur, mais c'est très compliqué. Moi, j'ai dit évidemment à mon fils la seule chose que je croyais possible de lui dire, c'est que tout le bonheur qu'il aurait, tous les plaisirs qu'il aurait, ce sera grâce à lui et pas grâce à ce que je pourrais lui donner ou grâce à l'argent, quoi. Le bonheur, c'est comme dans la chanson de Souchon, full sentimental. Ce n'est pas d'avoir des quantités de choses dans ses armoires et qui donnent envie d'avoir autre chose, quoi. Alors Pour y gâter est une comédie qui tombe à point nommé, à la fois dans un contexte où on en a entièrement besoin et puis aussi pour la relance du cinéma. Hein. Oui, j'espère. En tout cas, c'est un film dont on l'a présenté beaucoup. Là. On a fait quelques avant-premières et les gens vraiment étaient très heureux. Ils ont ri, ils ont été émus. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils nous ont demandé s'il y aura une suite. Alors, on n'en est pas là, mais je ne sais pas d'ailleurs s'il peut y avoir une suite. Mais ça veut dire qu'ils ont passé un bon moment et c'est important. C'est un film qui fait du bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et moi, je l'ai revu parce que c'est un film que j'ai tourné il y a très longtemps. Et je l'ai revu et j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir, pas uniquement parce que je me suis regardé, parce que c'est pas ça qui m'intéresse, mais j'ai trouvé le film vraiment formidable, très efficace, très drôle et très touchant. Oui, le tournage avait débuté avant la pandémie de Covid-19. Vous l'avez dit, c'est un film qui a été tourné en partie ici à Monaco. Quel souvenir en gardez-vous? En fait, moi je suis venu plusieurs fois ici jouer au théâtre, d'ailleurs ici dans le théâtre Princesse Grace ou ailleurs, je me souviens plus. Et j'ai même, moi, fait une chose qui était formidable quand vous n'étiez pas encore confiné. On pouvait, en dormant à l'hôtel, on pouvait aller au restaurant ici, alors que nous, on en était privés en France depuis très longtemps. Mais ça, c'est autre chose. J'espère que c'est une page qui va se tourner. Pas évident, mais enfin, un jour ou l'autre, elle se tournera. Non, moi, je veux dire qu'il y a des choses très particulières à Monaco, mais il y a aussi des tas de choses tout à fait magnifique ici. En dehors du mythe des buildings et de la surconsommation de luxe, il y a aussi des choses qui se font ici que je trouve tout à fait appréciables. Et puis il y a la mer que vous affectionnez tant. Et la mer que j'aime beaucoup, oui. C'est vrai que j'aime beaucoup la mer. Ça fait déjà un point commun que vous partagez avec le prince Albert II alors. Absolument. Mais que j'avais rencontré, c'est-à-dire que moi j'ai joué pour le prince régnier ici. Eh bien merci beaucoup Gérard Jugnot de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Un mot de sport à présent et le Grand Prix des Pays-Bas. Charles Leclerc s'est montré particulièrement compétitif pour son 50e Grand Prix avec Ferrari, Vanessa. Oui, et dès les essais libres, le pilote monégasque s'est senti confiant et a déclaré que ce circuit de Zandvoort avait des similitudes avec celui de Monaco. Il signe en effet le meilleur temps des essais libres 2. Lors des qualifications, Charles Leclerc n'a rien lâché. Avec une météo favorable, il occupe la 5e place à la fin des Q3 de ce Grand Prix des Pays-Bas. La pole position est pour Max Verstappen. Arthur Leclerc remporte quant à lui la première course de Formule 3. Il s'agit de sa 2e victoire de la saison. Et nous suivrons de près les frères Leclerc demain. Basket et la Roca Team qui a officialisé hier la signature de Brock Motum. L'AS Monaco Basket continue son recrutement ambitieux avec l'arrivée de l'intérieur Brock Motum. Un poste 4 expérimenté, polyvalent et adroit à 3 points. Finaliste de l'Euroleague en 2019 avec l'Anadolu Efes Istanbul. L'Australien a terminé la saison passée à Nanterre où il tournait à 14,5 points et 4 rebonds de moyenne par match. Motum a pris part au stage de pré-saison à Bormio. Frédéric Elion l'a rencontré le week-end dernier. You know, it's nice to be up in the mountains, away from everything and just concentrate on basketball and being around the guys. It's my second time here in Bormio and yeah, really enjoying it. I'd love to come back to the EuroLeague and play for Monaco. Would be a great chance, and EuroLeague's another level, but as Monaco showed last year as a team, they are
very competitive, winning the Euro Cup, and yeah, it's exciting to see what they'll do this coming year in the EuroLeague. Et la Roca Team est bien arrivée hier soir en Grèce afin de participer à un tournoi amical. En raison de cas Covid-19, le Maccabi Tel Aviv ne rejoindra pas le tournoi ce week-end à Athènes. L'AS Monaco Basket affrontera donc le club grec de Péristeri BC ce samedi à 17 h en demi-finale. Merci Vanessa. Intéressons-nous à présent à ce départ lancé aujourd'hui depuis la place du Palais Princier. 2 anciens militaires de la Marine nationale sont partis aujourd'hui pour débuter leur traversée de la France en Solex. C'est sous le regard et le soutien de l'ambassadeur de cet événement, Louis Ducruet, que Frédéric Wim et Fernand Balzar sont partis pour un périple d'1 semaine. Et quel est le but de cette traversée? Eh bien, c'est la question que nous avons posée à l'un des participants. Bonsoir Frédéric Wim. Bonsoir. Pourquoi avoir choisi Monaco comme point de départ pour cette belle aventure? Monaco est une vieille histoire de cœur puisque j'étais fonctionnaire de police ici à la sûreté publique, au service de la protection de la famille princière. Et puis mes enfants ont suivi toute leur scolarité à Monaco, donc ça c'était le premier point. Et puis ensuite pour le clin d'œil, pour la verticalité aussi entre la principauté de Monaco et Fréthun, où va se dérouler la cérémonie du mémorial de l'OTAN. Donc verticalité qui signifie aussi la santé et puis se relever, avancer. Oui, on va revenir dans quelques instants sur le message de votre périple, mais pourquoi avoir choisi le Solex pour rejoindre Fréthun? Alors le Solex est une symbolique qu'on sort de la cave, on sort du garage, on donne 2 coups de pédale et ça repart. C'est le message qu'on veut faire passer à tous nos blessés, à tous les blessés, à tous ces êtres courageux qui parfois vivent des syndromes de stress post-traumatique importants et où on les encourage à se relever et à redémarrer. Voilà, quel est le message de cette traversée de la France en Solex? Le message, c'est un message de devoir de mémoire. Tout simplement faire passer des messages dans toutes les villes où on va passer, les petits villages, les lieux-dits. Faire passer ce message de ne pas oublier tous ces gens qui se battent tous les jours pour la paix. Oui, vous pouvez nous rappeler le rôle de l'OTAN, les missions dans les conflits? L'OTAN a des missions très particulières. L'OTAN est indispensable dans tous les conflits. Maintenant, le rôle de l'OTAN, on le connaît depuis des années. Ce sont des êtres qui viennent de tout corps d'armes, de nombreux pays, et qui vont servir la mission de paix. Alors comment vous vous êtes organisé dans ce périple? Quel sera votre itinéraire? Vous allez faire des escales pour faire passer votre message de ce devoir de mémoire? Oui, absolument. Nous avons 7 escales de prévues, donc départ de la Principauté aujourd'hui à 10h45. La dernière, c'est Fréthun pour l'arrivée, pour l'ouverture du mémorial, de la cérémonie du mémorial. Et entre-temps, on a des villes-étapes comme Sisteron, comme Bourg-en-Bresse, Joinville, Dijon, Reims. Voilà, on en a d'autres aussi. Et où à chaque fois, une petite cérémonie par les élus va être organisée aussi par nos sponsors qui nous ont aidés, qui ont participé à cette organisation. Et votre arrivée dans le nord de la France est prévue le 11 septembre, une date qui n'a pas été choisie par hasard. Non, pas par hasard, puisque c'est aussi en mémoire de toutes les victimes des tours qu'il y a eu. Et donc, voilà, on célèbre aussi une commémoration pour toutes les victimes. Eh bien, merci Frédéric Wim d'avoir été avec nous pour partager cette aventure que vous allez effectuer avec Fernand Balzar. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre présence. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur la météo. Est-ce que les prévisions sont stables pour la journée de demain, Vanessa? Oui, Émilie, une journée partagée entre nuages et apparition du soleil est attendue. Il soufflera une légère brise sur le pays. Les températures, toujours estivales, oscilleront de 20 à 27 degrés. Le soleil se lèvera à 6h56 et se couchera à 20h01 et nous fêterons les Raïssa. Merci Vanessa et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. L'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. On se quitte en images avec l'avant-première de la projection de Pourri gâté de Nicolas Cuche, un film tourné en partie en principauté avec l'un des rôles principaux, Gérard Jugnot. Photo signée ce soir, Michael Alési. Excellente soirée à tous et à demain pour le best-of de la semaine.